Je suis Stéphane Moutard, je suis ingénieur chargé de valorisation au pôle innovation de Novachim. Donc, juste un petit mot sur Novachim pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est le cluster des entreprises et des laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, qui fédère, Novachim fédère près de 200 entreprises et laboratoires sur le territoire. Notre mission, c'est d'assurer le développement économique des entreprises à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Nous sommes soutenus par France Chimie Méditerranée, le syndicat professionnel de la branche chimie en région, la région Sud-Provence-Côte d'Azur, la métropole d'Aix-Marseille, Provence, et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque nous avons le label CDT, cellule de diffusion technologique, pour notre rôle d'interface entre les entreprises de la filière et les laboratoires, la recherche académique. Donc, bienvenue à Snovachim et merci donc pour votre participation à cette nouvelle édition, notre cycle de webinaires Rendez-vous avec la recherche et l'innovation que nous organisons depuis 2021. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de vous permettre de découvrir les activités de recherche, l'offre scientifique et technologique des laboratoires de recherche de la région en lien avec notre filière chimie et matériaux. Donc, aujourd'hui, c'est l'Institut de chimie de Nice que nous mettons à l'honneur. Donc, c'est un laboratoire de recherche spécialisé en chimie des arômes et parfums et en chimie biomédicale de l'Université Côte d'Azur, associé au CNRS, donc c'est une unité mixte de recherche. Rapidement, dire que l'ICN est organisé en 4 équipes. Donc, l'équipe arômes, parfums, synthèse, modélisation, l'équipe molécules bioactives, l'équipe radiochimie humaine et environnementale, et l'équipe matériaux et polymères éco-compatibles. Donc, avant de commencer ce webinaire et laisser la parole aux intervenants. Donc, je voudrais juste dire 2 mots sur le laboratoire pour souligner, pour mettre en valeur l'excellence scientifique et le rayonnement de l'Institut en matière de production scientifique. Alors, comme vous ne le savez peut-être pas, l'Institut de chimie de Nice vient d'être évalué par l'HCRS. C'est une structure d'État qui évalue les performances des laboratoires de recherche tous les 5 ans. Et ce rapport montre donc que l'ICN a publié ces 5 dernières années 520 publications de rang A, donc c'est le rang le plus haut niveau de publication scientifique, ce qui prouve à la fois la qualité et la quantité des recherches produites par l'ICN. Par ailleurs, l'ICN, c'est aussi un parfait exemple justement d'équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, puisque c'est de nombreux liens avec le monde socio-économique et les entreprises. L'ICN, c'est 4 startups récemment créées, de nombreux contrats de recherche et des collaborations avec un grand nombre d'entreprises, et notamment un grand nombre d'entreprises de la région grassoise, qui est du bassin grassois, qui est un bassin industriel internationalement reconnu dans le domaine des arômes à parfums, avec quelques-unes des industries leaders du marché. Donc voilà, tout ça, je vous laisse le découvrir pendant ce webinaire qui va nous réunir pendant environ 1h30. Donc avant de laisser la parole, juste présenter rapidement le programme. Donc, on commencera par une présentation générale de l'Institut Chimie de Nice avec le professeur Uwe Mayer-Henrich, qui est directeur de l'Institut Chimie de Nice. Ensuite, il y aura une présentation des activités de recherche, des travaux de recherche des équipes de l'ICN, avec présentation des équipes arômes, parfums, synthèse, modélisation, molécules bioactives et matériaux et polymères éco-compatibles, donc présentés par les différents responsables des équipes. Et nous finirons donc par une présentation de la SAT Sud-Est par Marie Feuerstein, qui est chargée de transfert des technologies à la SAT Sud-Est. Donc la SAT Sud-Est, c'est la structure qui valorise les technologies issues des laboratoires et qui permet le transfert de technologies vers l'industrie. Donc Marie présentera l'émission de la SAT et l'offre technologique en lien avec l'ICN. Voilà, et nous finirons par une petite séance de questions-réponses. Donc, juste avant de laisser la parole, quelques consignes d'usage. Je vous remercie pendant les présentations de laisser les micros et les caméras coupés.
Nous prévoirons, comme je l'ai dit, un temps d'échange spécifique en fin de webinaire, une quinzaine de minutes. Vous pourrez poser directement vos questions aux intervenants. N'hésitez pas pendant les présentations à utiliser le chat et je relayerai les questions et les réponses en fin de webinaire. Et enfin, juste dire que si personne ne s'y oppose, le webinaire sera enregistré, ce qui permettra, voilà, un temps d'échange, ce qui permettra, pardon, de le mettre à disponibilité à tous en replay. Donc, sur ce, je vais passer la parole au professeur Uwe Meyer-Henrich pour une présentation générale de l'ICN. Donc, et je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Stéphane. Je me dépêche parce que nous avons des ouvriers à l'extérieur du... Ah, d'accord. Et Bon, de temps en temps, la perceuse va commencer. Donc, 10 minutes pour ma présentation. J'espère que je ne serai pas interrompu. Donc, la première image, vous voyez l'ICN entre innovation et ancrage territorial. C'est ça notre voilà. objectif à l'Institut. Donc, on contribue à la recherche fondamentale et on va essayer de le lier avec un ancrage territorial qui est extrêmement fort. Donc, l'Institut vient d'être évalué par un comité HCRS. Nous avons les évaluations tous les 5 ans ou tous les 6 ans, comme tout le laboratoire de l'université. Et le comité qui vient de passer en décembre 2022 a donné son avis d'excellence sur notre institut, à la fois sur l'innovation et aussi sur l'ancrage territorial. Donc, allons-y. Image, next slide, please. Nous sommes localisés, l'ICN est localisé au centre de Nice, dans l'ancien parc Valrose, qui a été créé dans l'année 1870. Next slide. On voit le bâtiment de l'ICN après la rénovation. Donc, à droite, vous avez l'amphithéâtre et dans le fond, vous avez le bâtiment principal de notre institut, localisé au centre-ville de Nice, dans le parc Valrose. Next slide. Vous voyez notre site web qui est moderne. On communique beaucoup sur notre site web. Et sur ce site web, vous voyez, ça c'est notre porte d'entrée. Donc, si vous êtes intéressé à nous, rentrez par ce site web et faites une visite virtuelle déjà de notre laboratoire. Vous remarquez, il y a 4 équipes qui sont là-dedans. Et dans les 4 équipes, il y a un total de 100 personnes qui travaillent. 50 qui sont permanents et 50 qui ne sont pas permanents, comme de thésards et de postdocs. Vous voyez sur ce site web aussi l'organisation, vous voyez le personnel, alumni, etc. Donc, ça vous donne une première vue sur notre institut. Oui, diapo prochain. Donc, sur cette diapo, vous voyez, l'ICN est organisé en 4 équipes de recherche. Ça, c'est le cœur de notre institut, les 4 équipes. Ils sont nommés comme E1, E2, E3 et E4. Première, c'est une équipe sur les arômes et parfums. Deuxième, sur les molécules bioactives. Troisième, sur la radiochimie. Quatrième, sur la chimie de matériaux. Nous avons également une plateforme technologique et c'est plusieurs conseils du laboratoire, comme vous le pouvez constater sur cette diapo. Donc, moi, je vais vous présenter maintenant chaque équipe avec un seul diapo. Et après, chaque coordinateur, tous les coordinateurs vont présenter les équipes plus en détail, sauf l'équipe 3. En radiochimie, ça, on avait dit, ça va vous probablement pas trop intéresser. Donc, on commence. Next slide, on commence avec première équipe. Ça, c'est l'équipe arôme, parfum, synthèse et modélisation. Donc, ça, c'est, si vous voulez, la raison d'être pourquoi l'Institut de chimie de Nice, l'ICN, se trouve à Nice. Parce que Nice est en proximité de Grasse. Grasse est considérée comme capitale mondiale des arômes et parfums. Les chiffres d'affaires à Grasse chaque année sont autour de 4 milliards d'euros. Et nous, on collabore avec toutes les entreprises qui sont à Grasse, comme Mann, IFF, Robertet, Firmenich, Givaudan, et aussi les entreprises qui sont le PME et même le TPE, le tout petite entreprise. Nous avons une collaboration avec tous ceux. La recherche qu'on fait est la recherche moderne. Donc, vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, un appareil d'analyse des plantes qui est in vivo. Deuxième image, ça concerne la chromatographie en phase gaz qu'on utilise dans cet axe de recherche de façon multidimensionnelle. Donc, on a un espace chromatographique de séparation qui est extraordinaire, qui est plusieurs ordres de dimensions mieux que la chromatographie phase gaz classique. Et on s'intéresse aussi à la physiologie de l'olfaction, ça veut dire au processus de l'épithèle olfactif dans le nez. On voudrait bien comprendre comment
les molécules odorantes qui arrivent en phase gaz vont interagir avec les enzymes, les protéines qui se trouvent dans l'épithèle olfactif pour déclencher le signal vers le cerveau. Next slide. Donc là, vous voyez notre deuxième équipe, ça s'appelle l'équipe molécules bioactives. Cette équipe a des compétences très fortes de synthétiser le molécule avec une bioactivité, comme la molécule NEOS que vous voyez sur cette diapo-là. Vous voyez également microscopie immunofluorescence pour voir si les molécules synthétisées vont avoir quel effet dans la recherche oncologique. Cette équipe, la deuxième partie de cette équipe travaille sur le son fluorescent de l'ADN pour savoir si les molécules qui sont synthétisées vont avoir quel effet sur l'ADN et ils vont avoir quel effet en oncologie. Donc ça, c'est une équipe extrêmement très forte dans l'UCN. Cette équipe est caractérisée par beaucoup d'interactions avec, dans le milieu hospitalier, de médecins qui travaillent vraiment dans les hôpitaux et ce n'est pas une équipe qui s'est isolée à une université qui n'a pas de lien vers le monde biomédicinal dans les hôpitaux. Donc ça, c'est très fort dans cette équipe, également souligné dans le rapport HCS. Next slide. Là, on voit notre équipe sur la radiochimie humaine et environnementale. Donc ça, c'est une équipe qui je vais présenter juste par un diapo, il n'y a pas un représentant après. Donc, cette équipe s'intéresse aux radionucléides, comme dans cet exemple que vous voyez à gauche, c'est le californium, qui est complexé à gauche avec 8 molécules de l'eau, et ça, c'est l'intérêt principal de cette équipe. Donc, quel est le comportement de radionucléides dans l'environnement? Il faut savoir, est-ce que le californium va se coordonner avec 8 molécules de l'eau ou, comme illustré dans l'image à droite, avec 9 molécules de l'eau autour, parce que ça va expliquer comment le californium va se comporter dans l'environnement. Au-dessus, vous voyez deux spectres XAFS, et dans les deux spectres XAFS, vous avez l'information sur le comportement de le californium, dans cet exemple, dans l'environnement. Donc là, vous voyez l'équipe 4, qui est notre équipe qui travaille sur les matériaux qui sont biosourcés. Donc, cette équipe dit on ne veut plus produire le plastique synthétisé qui vient de sources du pétrole. On voudrait contribuer à minimiser la production des gaz à effet de serre. Donc, il faut investir dans la production de plastique qui sont biosourcés. Donc, cette équipe a déjà une grande histoire sur cette recherche-là. C'est extrêmement moderne. Il y a beaucoup de financement, beaucoup de liens aussi avec le monde socio-économique qui contribue au succès de cette équipe-là. Diapo prochain. Donc là, vous voyez tout le prix de membres de l'ICN qui nous ont obtenu entre les années 2016 et 2022. Vous voyez la liste en total, nous avons 43 prix de membres de l'ICN. Donc c'est une liste qui est énorme. Donc là, ça c'est pour souligner l'attractivité, la qualité de recherche qui est réalisée dans notre institut. Et là, il y a aussi le prix là-dedans de renommée nationale, voire internationale, comme la médaille CNRS bronze, comme Sanofi Eye Award, etc. Diapo prochain. Donc ça, c'est la cérémonie de l'obtention de médaille bronze du CNS qu'on a obtenue dans l'année 2018 pour Cornelia Meinert. Diapo prochain. Là, vous voyez la cérémonie de prix au sein de l'université où on est chaque année extrêmement bien représenté. Et mon dernier diapo concerne l'invitation de prix Nobel. Chaque année, on invite un prix Nobel qui visite l'Université Côte d'Azur, également notre institut. Donc, sur cet exemple, nous avons, vous voyez sur l'image, le professeur Claude Cohn-Tanucci, prix Nobel en physique, qui a visité notre institut. Donc, ça contribue aussi énormément à notre succès et à notre rayonnement. Pour 2023, nous avons invité le prix Nobel Jean-Pierre Sauvage, qui va venir en décembre 2023 pour visiter l'institut et l'université. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était mon introduction en 10 minutes sur l'ICN. Et maintenant, on peut continuer. Je propose de continuer avec la représentation de l'équipe numéro 1. Et ça, c'est l'équipe arôme, parfum, synthèse, modélisation, APSM. Et la présentation sera faite par Véronique Michelet.
Merci, Stéphane. Merci professeur Meyer-Heinrich. Merci Uwe. Écoutez, on va laisser la parole au professeur Michelet qui va présenter les activités donc, de son laboratoire. Donc, le professeur Michelet est responsable de l'équipe arômes, parfums, synthèse, modélisation. Voilà, c'est à vous, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, c'est bon, vous voyez mes diapos? Je vous confirme, on voit vos diapos. Ok, super. Alors, ils sont pas en, si vous voulez les mettre en plein écran, vous pouvez, mais elles sont en plein écran. Là, on voit pas le plein écran, on voit le. Ah, alors attendez, je vais essayer de remettre. Alors, tout à l'heure, c'était plein écran pourtant quand on a testé. Donc, je refais. Voilà. Voilà. Et là? Non. Toujours pas. Ok, bon, écoutez, je vais peut-être faire comme ça, si c'est lisible. Oui, ça va comme ça, tout à fait. Okay. Pas vraiment, mais... Ok, super. Bon, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, l'équipe Arômes Parfum, dont je suis la coordinatrice, est composée de 15 permanents et une directrice de recherche CNRS émérite, des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences, professeurs et chercheurs CNRS. Donc, notre équipe est divisée en 5 groupes qui sont dirigés par différentes personnes. Le Sylvain Antoniotti pour la partie chimie durable, Élise Dumont pour la partie dynamique pour l'essence chimique, le professeur Xavier Fernandez pour métabolome, valorisation et biodiversité végétale, donc le professeur Uwe Meyer-Heinrich pour la chiralité biomoléculaire et donc moi-même pour la partie synthèse, catalyse, méthodologie et synthèse chimie fine. Alors nos thèmes, j'ai choisi aujourd'hui plutôt de dédier et de faire des focus sur des thèmes qui sont plus appliqués, en sachant que tous nos thèmes, nos grands thèmes dans l'équipe, vont de l'analyse, l'identification de structures, à la synthèse, en passant par la compréhension et en effet la partie modélisation, et en commençant par la partie extraction. En effet, au sein de l'équipe, je vous interromps, vos slides ne défilent pas, je ne sais pas si c'est normal ou pas. D'accord, ah non, c'est pas normal du tout. Voilà, au pire, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer votre présentation. Au pire, voilà. Ouais. Alors, attendez. Et je vous l'envoyer directement par mail. Moi, je peux. Voilà. Par mail, je ne sais pas si vous allez pouvoir la recevoir. Je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Zut, tout à l'heure, ça marchait, non? Je ne comprends pas. Alors. Je suis vraiment désolé. Bureau. Voilà. Alors, il faut que je le trouve. Vous êtes là. J'en profite pendant ce temps-là pour vous poser une question, Uwe. Lors de ces visites des prix Nobel, est-ce que c'est chaque année vous organisez voilà, une invitation d'un prix Nobel? Est-ce que ce sont des manifestations ouvertes à tous ou c'est manifestations? Oui, ce sont les manifestations grand public on organise ici dans le Parc Val-Rose, le grand château. 250 participants, c'est public, c'est pour tout le monde. Cette année, nous avons Jean-Pierre Sauvage qui va venir le 8 décembre et c'est toute la journée. Donc lui, il va présenter les raisons pourquoi lui-même il a obtenu le prix Nobel. Il vient de Strasbourg, vous le savez. Et en plus, on va inviter 4 personnes qui vont présenter le prix Nobel de physique, de chimie, de physiologie et médecine et de la littérature. Donc ça, ce sont le prix Nobel de l'année 2023 qui seront annoncés en octobre 2023 et on va le présenter en décembre 2023 ici dans le Parc Val-Rose. Et oui, c'est gratuit et c'est grand public. On essaie avec l'ambassade de Suède et le consulat de Suède de diffuser les informations sur le prix Nobel.
en France, à Nice. D'accord, d'accord. Bon, on essaiera de relayer on relaiera la manifestation si vous avez des éléments de communication. Ah oui, voilà. Vous avez reçu, je vous ai envoyé. Alors, j'ai pas encore reçu. Bon, ça c'est embêtant quand même. Je vais essayer peut-être de. Ouais. Je sais pas trop. Alors, en partageant votre écran, peut-être. Je ne sais pas si des fois c'est plus facile. Plutôt que partager. Je sais pas si il y a moyen de partager l'écran. Ah, partager l'écran. Ah. Ouais. Partageant l'écran, ça marche mieux que partager directement le bac. Ah d'accord. J'essaye. Ouvrir le bac. Partager le bureau alors, non? Oui, partager le bureau, c'est ça. Okay. Et là, normalement, vous pouvez partager le bureau, vous pouvez mettre en plein écran votre présentation et ça devrait marcher. Ça marche? Voilà, ça marche, c'est parfait. Ok, bon, donc je vais aller plus rapidement. Donc Il n'y a pas de souci, les cinq groupes, donc je disais, avec tous nos grands thèmes sur lesquels je vais revenir un petit peu plus en détail. Donc on a une partie donc valorisation, biodiversité végétale et matières premières locales, en particulier des plantes. Donc ça c'est la partie extraction. Donc ici vous voyez il y a différents hotspots, que ce soit des hotspots dans la région PACA, mais également dans le monde, où on s'intéresse aux plantes, aux fleurs et à leur extraction pour étudier ensuite les propriétés à la fois en olfaction et en chimie médicinale ou cosmétique. L'extraction peut se faire par des techniques classiques, mais également à l'ICN, on a une technique d'extraction qui est durable de composés naturels avec des liquides ioniques, des eutectiques ou du CO2 supercritique. Et plus récemment, une méthode de purification par centrifugation a été développée plus récemment dans ce domaine. Ensuite, à partir du moment où on a extrait, ensuite il faut analyser. Donc ça, c'est le deuxième stade aussi, où on analyse, on identifie. Ceci est fait avec des systèmes de GC-GC analyse. On a tout un parc analytique très très performant pour faire ce genre de choses, et également une plateforme qui permet, à l'aide de chromatographie, spectrométrie de masse, HPLC diverses et multidimensionnelles, permettant à la fois la recherche fondamentale, mais également permettant des recherches beaucoup plus appliquées. Au niveau équipement, on a également, et ça c'est un plus au niveau de l'Institut, une GC MS, une GC olfactive, qui permet, alors c'est une technique d'olfactométrie qui permet, lorsqu'on a un chromatogramme, de pouvoir détecter ensuite les différentes odeurs associées au pic de la chromatographie. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper performant pour tout ce qui est industrie de la parfumerie. Il faut savoir également que, bon, ça c'est très intéressant parce qu'on a directement l'odeur. On a besoin en tant que chimiste également d'avoir les structures. Et donc pour ce faire, on a des analyses qui vont être des analyses multidimensionnelles, à la fois par RMN, mais également ici j'ai pris un exemple de GC, GC-MS, GC olfactométrie, où il a été possible d'identifier des notes de vétiver qui vont être perçues par GCO et qui ensuite, grâce à des techniques d'analyse, vont permettre, comme vous pouvez le voir ici, d'identifier des structures polycycliques très complexes, qui sont également des structures, comme vous voyez ici chimiquement, qui sont des structures chirales, donc avec des centres stéréogènes bien contrôlés. J'en viens donc à un troisième volet de notre équipe, qui est un volet cette fois après avoir analysé, après avoir découvert des nouvelles substances. Soit on continue à les extraire, soit si l'extraction est quand même plus compliquée, il faut les préparer. Et donc on a deux groupes au sein de notre équipe qui sont dédiés à synthétiser les molécules de façon durable, à les synthétiser dans des systèmes que j'appellerais catalytiques, c'est-à-dire on fait de la catalyse homogène, on fait de la catalyse hétérogène, on fait également de la catalyse enzymatique.
utilisant donc pour la synthèse totale et la synthèse d'introduction de centres stéréogènes. On a également on a des systèmes technologiques pour avoir une chimie en flux et préparer beaucoup plus efficacement et simplement les produits. Et également, à partir du moment où on isole des composés, on prépare aussi différents polymères qui sont biosourcés et qui sont recyclables, en particulier à partir des résidus ou à partir des dérivés type biomasse. Pour vous donner quelques exemples ici, dans la chimie des arômes parfums, on a des collaborations avec différents industriels qui nous ont permis, alors ici ce ne sont pas les exemples que nous avons synthétisés, mais ce sont des exemples emblématiques qui utilisent la catalyse, en particulier différents métaux qui sont des métaux nobles, plus ou moins chers et qu'on peut plus ou moins aussi recycler. Et donc, vous voyez ici, ça c'est dans la chimie des arômes parfums, la paradisone. Ici, il y a le menthol emblématique, mais d'autres molécules comme la civetone qui ont été synthétisées et qui peuvent être synthétisées à l'aide de complexes organométalliques, et ceci de façon catalytique. On peut également envisager, grâce à ces techniques, de préparer non pas seulement les molécules, mais également tous leurs analogues et à étudier les structures, activités de ces molécules. Également, comme je vous le disais, c'est intéressant pour nous de préparer à partir des matières premières qui sont des matières premières biosourcées, en particulier les dérivés du bois, que ce soit la lignine, la vanilline, ou même des algues ou des huiles végétales. L'idée toujours de cette envie d'être en développement durable et recyclable. Il est possible, donc, dans l'équipe, nous préparons des polymères qui peuvent être ensuite, ça a été démontré, qui peuvent être ensuite recyclés grâce ici à un broyage, un chauffage pour faire du reprocess de ces polymères. Et donc, ceci est réalisé dans le cadre de contrats européens et contrats industriels. En particulier avec l'industrie spatiale ici, sont des dérivés qui sont ces types de molécules, flavonoïdes ou fluorotanines, qui sont pour synthétiser des nouvelles résines. Alors ça, c'est fait dans le cadre de matériaux pour l'espace, donc en collaboration avec Thales et l'ESA. Il est possible donc selon le cahier des charges que l'on a, de pouvoir faire des matériaux recyclables, reprocessables dans le cadre de ces applications. Ensuite, donc, quand on a fait l'extraction, on a fait l'analyse, on a pu synthétiser donc des nouvelles molécules ou des nouveaux matériaux. On a également un gros pôle de compréhension, donc avec l'idée de développer des modèles numériques et de compréhension de l'action d'une molécule, à la fois au niveau olfactif, mais également gustatif. Et ceci implique des identifications de molécules actives par rapport à des récepteurs, de pouvoir déchiffrer les structures émotion, structure odeur, structure goût. Ces applications vont dans la partie arôme parfum, mais également dans la partie santé. Il y a également des collaborations avec les hôpitaux pour tenter de comprendre comment, au niveau olfactif, on va pouvoir, par exemple, détecter en précoce la maladie d'Alzheimer. Je pense à ça typiquement. Donc, il y a une application qui est une application arôme parfum, mais également une application en santé. Au niveau il était demandé qu'on ait un petit peu un temps sur les réussites au niveau socio-économique. Donc, comme Uwe l'a précisé, il y a de nombreux contrats dans notre institut. En particulier, les réussites récentes viennent d'un brevet licencié avec Chanel, où il est développé un actif cosmétique anti-âge extrait d'une plante de l'arrière-pays niçois. Également, un brevet licencié sur l'heptane de source végétale. Donc, ces deux brevets sont issus du groupe de Xavier Fernandez.
Également les relations avec la SAT, où là, c'est plutôt des projets en prématuration ou en maturation. Donc ici, également, c'est du groupe de Xavier Fernandez et de Sylvain Antoniotti sur la neutralisation des odeurs grâce justement aux solvants eutectiques dont je parlais tout à l'heure, et également la partie enzymatique avec la transformation finalement de molécules grâce à des enzymes et une amélioration olfactive. Donc là, c'est une partie synthèse et qui fait appel également au flux continu. Donc il y a tout un système de valorisation ici tout ceci reste évidemment dans un cadre d'applicatif, mais également un cadre de rayonnement scientifique, puisque toutes les découvertes que l'on peut faire avec les industriels et en collaboration avec les industriels sont basées sur de nombreuses découvertes que nous faisons également au niveau chimique et au niveau scientifique au sein de l'équipe. Donc ça, c'est pour résumer, en effet, donc Uwe le disait tout à l'heure, au niveau bilan, on a des problématiques qui sont des problématiques fondamentales, mais qui s'orientent aussi vers des problématiques appliquées, totalement appliquées en collaboration avec les industriels, que ce soit les industriels de la parfumerie, mais également les industriels de la pharma, et également au niveau européen, petites et grandes entreprises. De nombreux brevets sur ces 5 dernières années, l'équipe a 18 brevets et de nombreux contrats, donc un partenariat assez fort que l'on apprécie grandement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci, professeur Michelet, pour cette présentation. Et oui, n'hésitez pas à poser vos questions par chat pendant les présentations et on consacrera un quart d'heure pour une séance d'échange questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je passe maintenant la parole au docteur Rachid Benida, qui est responsable donc, de l'équipe molécules bioactives pour présenter ses travaux, ses axes de recherche, ses collaborations. Voilà. Bonjour. Docteur Benida, c'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, donc merci beaucoup. Donc, je suis ravi de vous présenter l'équipe molécules bioactives. Comme le disait Uwe, on travaille principalement sur la synthèse, sur la conception, le design de petites molécules qui sont principalement à visée thérapeutique. Donc, très rapidement, vous avez ici l'équipe. Donc, j'ai 2 diapos en parallèle, hein, comme ça, parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc, c'est une équipe qui est composée de plusieurs collègues, hein, on est une douzaine de personnes. Donc, 11 permanents, 5 maîtres de conférences, 4 profs et 2 DR CNRS. Et nous avons la chance d'avoir 2 nouveaux entrants, Jade Dussard qui doit être connecté aussi, qui est maître de conférence qui vient de commencer avec nous. Et puis, nous avons eu la chance aussi d'avoir ce qu'on appelle une chaire professeur junior qui est très, très compétitif, pour lui, Félix Notias, et qui est un spécialiste de toute la partie métabolomique, que ce soit plante ou aussi, on va dire, cellulaire. Alors, très, très rapidement, donc nous, on est organisé en 2 thèmes. Un thème qui adresse les problématiques thérapeutiques, donc avec la synthèse et l'étude de nouvelles molécules bioactives. On va voir aussi quelques caractéristiques et des spécificités sur des ligands d'acides nucléiques et aussi des produits qui viennent du marin. Le deuxième thème, il est très centré sur tout ce qui est outils et diagnostic. Donc, ces 2 thèmes qui sont complémentaires. On va voir un petit peu quelques informations et précisions là-dessus. Je vous ai mis cette slide-là. Bon, c'est des slides qui datent de la HCERS, donc c'est récent. C'est juste pour vous montrer qu'il y a une très, très bonne progression. Vous savez, on est des chercheurs, donc on a le devoir de publier, mais également de breveter. Donc ça, c'est juste un petit clin d'œil, enfin, c'est un petit bilan de ce qu'on a fait pendant les 5 dernières années. Ce qui va peut-être vous intéresser, c'est la slide d'après. C'est au niveau brevet. Donc, c'est une équipe qui est très active au niveau brevet. Donc, vous avez une évolution entre les 4 derniers contrats.
Et on voit très bien que sur le dernier contrat, on a quand même un nombre important de brevets. Et ce qui est très important aussi à signaler, c'est le nombre de licences. Plus de la moitié de nos brevets sont licenciés. Bien évidemment, on travaille énormément avec la SAT. Je pense que les collègues de la SAT qui sont là aujourd'hui, ils connaissent bien ces dossiers-là. Donc, il y a eu plus de 12 licences. La plupart de nos brevets sont passés aux phases nationales et puis on signe, vous le savez très bien, tout ce qui est NDA et MTA, donc tout ce qui est matériel transfert. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Sur la slide d'après, donc c'est juste pour reconfirmer, enfin préciser ce que disait Ouve. Donc, nous sommes très impliqués sur la valorisation. Donc, il y a eu 2 prix iLab, hein, je pense que vous les connaissez. C'est très, très compétitif au niveau des startups. 2 prix DeepTech. On a été classé top 10 dans une compétition internationale sur la partie Covid. C'est plutôt pour la partie diagnostic, hein. Donc, il y a un brevet qui a été déposé là-dessus, ainsi de suite. Je ne vais pas tout détailler. Alors, en ce qui concerne en fait les activités, on est principalement très intéressé par la création, bien évidemment. Donc, on dépose pas les brevets pour les déposer. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin. Alors, quand il y a la possibilité de licencier une entreprise ou un tiers, bon, on le fait. Sinon, ben, on s'implique nous-mêmes, donc on est engagé sur la création. Donc, on a créé très récemment 3 startups, Vapor Therapeutics, Yukin Therapeutics et Roca Therapeutics. La SAT est impliquée, elle est au capital de Yukin et de Roca. Donc, ben, je mets ces schémas-là tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort, à savoir que quand vous avez un produit que vous pensez être bon, qui est validé au niveau laboratoire, il faut le pousser beaucoup plus loin. Et donc, c'est là où il y a besoin de beaucoup d'argent, donc pour tout ce qui est validation préclinique réglementaire, avant d'aller chez l'homme. Donc, les 3 startups ont cette vision-là. Ils sont principalement positionnés en oncologie, donc sur différentes pathologies. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Il y a pas mal de choses de confidentielles là-dedans. Donc, je ne vais pas présenter, mais je reviendrai là-dessus si vous avez des questions. Alors, donc oui, sur ce... Alors, on ne la voit pas en entier, la diapo, c'est pas grave. Donc, ce qui était marqué sur cette diapo, il manque des choses là-dedans. Voilà, c'est bon, on la voit ici. C'est juste pour vous montrer qu'on a quand même pas mal de contrats avec des industriels. On travaille énormément avec les industriels. Donc, je pense qu'ici, j'avais marqué 25 avec différents industriels français ou étrangers. Nous avons aussi, et ça c'est hyper important, tout un réseau de collaboration, déjà au niveau régional, et ça c'est hyper important parce qu'il y a une force en sciences de la santé, les sciences de la vie, et donc on a énormément de collaboration, déjà avec les 4 gros instituts de Nice, donc l'IRCON, l'IPMC, l'IBV et le C3M, mais également avec les collègues marseillais, avec la Timone, beaucoup d'interactions avec le Cancéropole, bien évidemment, et la SAT, et puis au niveau national. Et ça, c'est hyper important parce que il faut accéder aux échantillons de patients, donc on a pas mal de collaboration clinique avec les hôpitaux. Alors pour la science, en fait, si je résume pardon, on va dire nos focus. Donc, ce qu'on cherche, parce que pour aller créer des startups, il faut avoir beaucoup d'innovation. Donc, on est sur tout ce qui est nouveau, nouvelles molécules, soit d'origine synthétique, donc ça, c'est plutôt de la synthèse, soit d'origine naturelle marin. Je reviendrai là-dessus. On attaque aussi, on est très intéressé par les nouvelles cibles qui ne sont pas beaucoup étudiées, comme par exemple les ARN, certaines protéines, et puis surtout des nouveaux modes d'action. Pourquoi? Parce qu'au niveau startup, c'est hyper important d'arriver avec des produits ce qu'on appelle des first in class, c'est-à-dire qui ont un mode d'action totalement différent, qui est nouveau. Et ça, c'est notre positionnement au niveau de l'équipe. Alors, je vais vous présenter très rapidement un petit aperçu de chaque groupe, parce qu'on est 5 groupes. Alors, je ne vais pas présenter le mien, mais je vais parler des autres collègues, parce que
c'est aussi important. Alors, le premier, c'est sur les produits naturels marins. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Le responsable, c'est professeur Mohamed Meri. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ce qui concerne le marin. Vous pouvez vous adresser à ce collègue. Donc, il s'agit de quoi? En fait, dans cette thématique, l'objectif, c'est d'aller chercher de nouvelles molécules bioactives, mais d'origine marine. Ça passe par l'extraction, donc la collecte des organismes. Ça peut être des éponges, ça peut être euh, des coraux, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, tout ce qui est d'origine marine. Après, c'est l'extraction, l'isolement. Il y a tout un travail d'identification structurale. Donc ça, c'est une partie analytique qui est très, très importante. Les purifications et tout ça. Et puis après, il y a les tests bio. Il y a un brevet qui a été déposé très récemment, dont un avec Nicolas Birazzoli, un collègue qui probablement va présenter après aussi. Et je pense que c'est un brevet avec la SAT. Je laisserai Nicolas préciser probablement euh, cette information. Le deuxième, c'est le ciblage d'ARN. Et donc ça, c'est un projet qui est porté par Maria Duca, l'équipe de Maria, le groupe de Maria Duca. Donc c'est typiquement quelque chose de totalement nouveau, où là, on va s'adresser plutôt à cibler des ARN. Pourquoi? Parce qu'il existe très peu de choses pour tout ce qui est ciblage rationnel, pour dire, je vais essayer de cibler telle ou telle partie de l'ARN avec telle ou telle molécule. Donc il y a tout un travail de conception qui est très important au début. Et puis, il y a la synthèse, bien évidemment, et surtout le développement de tests, on va dire, fait maison. Maria développe aussi des tests qui sont pour répondre à la spécificité, bien évidemment, aux propriétés des produits. Vous avez juste après la partie diagnostic avec Alain Burger et Benoît Michel. Alors ça, c'est un autre aspect qui est tout à fait complémentaire. Et c'est pour essayer de faire des diagnostics. Alain travaille principalement sur le développement de sondes de fluorescence très intéressantes qui ont des propriétés, on va dire, assez innovantes, qu'on appelle des sondes ratiométriques, qui sont capables d'émettre à par exemple, deux longueurs d'onde. Et donc, ça permet de sonder, on va dire, le trafic cellulaire, suivre un ARN, un ADN et des choses comme ça. Il y a un brevet aussi qui a été déposé là-dedans, dans ce thème-là. Sur le thème d'avant, je suis désolé, je ne l'ai pas dit, Maria a déposé aussi 3 projets. Je vais revenir rapidement là-dessus. Trois brevets, pardon, et je pense qu'ils ont été déposés avec la SAT aussi. Alors, le dernier, c'est un thème qui est porté par Christophe Di Giorgio, qui travaille principalement sur ce qu'on appelle la décorporation de métaux de radioéléments. Donc, il faut imaginer que quand il y a une contamination par des radioéléments, le thorium, l'uranium, le plutonium, c'est très compliqué. Donc, ils travaillent avec le développement de ligands qui sont capables d'aller extraire ces particules, on va dire, nocives. Il a déposé aussi un brevet, je pense, sur la partie 2, sur le développement de ce qu'on appelle les silices mésoporeuses qui servent dans le domaine des matériaux. Je crois que j'ai fini. Je vais juste vous remercier tous. J'espère que j'ai tenu le timing. J'ai pas pris le chrono. Voilà, et je vous écoute. Merci. Merci, docteur Benida. C'est parfait au niveau timing. Il y a énormément d'informations et moi, il y a plein de questions à poser. Ce que j'ai dit, c'est qu'on garde un temps à la fin pour les questions et réponses. Alors, je sais que c'est toujours trop court, juste pour dire que après cela, si il y a des participants, des entreprises qui veulent en savoir plus, hein, nous, on est là pour faire le relais et pour mettre en relation les entreprises avec les responsables de labo pour discuter plus en détail si vous avez des questions des travaux des équipes, hein. Donc, n'hésitez pas, après le webinaire, à venir nous contacter et nous, on se charge de mettre en relation avec les labos, hein. Voilà, je vais passer la parole donc au responsable de l'équipe matériaux et polymères écocompatibles, donc le professeur Nicolas Birazzoli, qui va présenter à son tour son équipe et ses recherches. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci. Je vais essayer de partager l'écran, donc.
Est-ce que vous voyez la présentation? Ça marche. Elle n'est pas encore en plein écran. C'est parfait, elle est en plein écran. Ça y est? Ouais. Très bien. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'équipe matériaux et polymères éco-compatibles. Donc, il s'agit d'une petite équipe qui est constituée de 3 permanents, un postdoctorant et récemment, nous avons recruté un project manager pour manager un projet européen. Et ensuite, nous avons des étudiants, globalement 5-6 doctorants chaque année. Alors, cette équipe est aussi, bénéficie aussi d'un centre d'analyse thermique, mécanique, rhéologie et calorimétrie qui est assez unique et de l'expertise pointue qui va avec. Et donc, ça, c'est une partie qui intéresse aussi souvent les industriels. Et par exemple, nous réalisons régulièrement des prestations de services, voire même des cours de formation pour les industriels de la région. Donc, depuis longtemps, nous avons toujours eu un partenariat avec l'industrie, hein, depuis plus d'une trentaine d'années, également même avant mon arrivée, avec les industriels de la région et également avec le centre Novachim. Alors, pour résumer la thématique, eh bien, nous développons des matériaux et des polymères éco-compatibles. Alors, ces matériaux peuvent être issus, par exemple, vous voyez ici, de la biomasse terrestre. Dans ce cas-là, il va s'agir, par exemple, de cellulose, d'hémicellulose ou de lignine. Ça peut être aussi également des huiles végétales. Nous avons récemment, comme l'a dit Rachid, développé un axe sur la valorisation de la biomasse marine, donc en collaboration avec l'équipe molécules bioactives et la partie produits naturels marins, donc par le professeur Mohamed Mehri. Et nous avons déposé, enfin la SAT Sud-Est a déposé en collaboration avec nous un brevet euh, à partir de la valorisation d'une algue. Donc nous avons réalisé une synthèse biomimétique de gels qui sont destinés à la réparation cellulaire. Ensuite, nous pouvons travailler à partir de coproduits de l'industrie. Donc ça peut être des déchets, ça peut être du marc de café, ça va être des parties non nobles du liège. Donc tout un tas de coproduits qu'il est important de valoriser. Nous travaillons aussi à partir de coproduits, vous voyez ici, des bioraffineries, donc qui sont destinées à remplacer les raffineries issues du pétrole actuel. Et donc tout cela pour extraire des molécules plateformes et valoriser cette biomasse. Et évidemment, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de réaliser des polymères, des composites qui sont biosourcés. Et le point important, c'est que nous travaillons uniquement sur des molécules plateformes qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation, donc des déchets de l'industrie agroalimentaire, alimentaire, forestière ou papetière. Donc, nous avons travaillé, comme vous pouvez le voir ici, avec un grand nombre de projets, donc que ce soit ANR, projet européen, projet région, donc je dirais convention CIFRE, un petit peu toutes les différentes tailles, du plus petit jusqu'au plus gros. Alors, je vous ai préparé une sélection simplement de certains projets, hein. Donc, nous avons un projet ici qui s'intitulait Biofur, donc qui a été un projet européen. Nous avons démarré ce projet européen avec la société Avancium, qui est un leader mondial dans la synthèse de polyester biosourcé. Et donc, l'objectif de ce projet ici, c'était de réaliser des bouteilles en PEF, donc qui est un polymère destiné à remplacer le PET. Donc, l'intérêt de ce PEF, c'est qu'il est 100% biosourcé. Il est issu de la biomasse lignocellulosique, donc il n'entre pas en compétition avec l'alimentation. Et également, il est intéressant parce qu'il possède des propriétés barrières et mécaniques supérieures à celles du PET. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Avancium est en train de construire l'usine pour synthétiser ce nouveau polyester en grande quantité. Nous avons été parmi les premiers dans le monde et en France à travailler sur ce nouveau polymère biosourcé. Et vous pouvez voir ici une des premières bouteilles qui a été soufflée en collaboration avec l'école des mines à Sophia Antipolis.
Alors, si on part de l'idée qu'on veut valoriser les bioraffineries, eh bien, il y a quelque chose de très important à voir, c'est que lors du processus de transformation des sucres, il y a des coproduits qui sont synthétisés en quantité importante. Donc, vous avez ici un exemple de ce coproduit qu'on appelle les humides. Alors, ces humides sont produits en grande quantité, et si on veut rendre la synthèse efficace d'un point de vue industriel, eh bien, il faut trouver des voies de valorisation de ces humides. Et donc, ça a été la suite du projet Biofur. Donc, nous avons travaillé dans un second projet européen qui s'intitulait HUGS, comme vous pouvez le voir ici, et dont l'objectif a été la valorisation de ce coproduit. Alors, nous avons proposé plusieurs voies de valorisation. Nous avons, par exemple, réalisé des composites. Et nous avons aussi montré qu'on pouvait utiliser ces humides pour renforcer les bois. Donc tout ce qui va être bois d'extérieur, aussi bien pour recouvrir des maisons, pour faire de l'ameublement extérieur ou des coques de navires, on peut renforcer ces bois, les rendre beaucoup plus résistants, et cela évite d'utiliser des bois exotiques et donc de contribuer à la déforestation. Donc voilà un petit peu certaines voies de valorisation que nous avons proposées et qui sont aujourd'hui développées. Donc vous avez ici la société Keboni en Norvège, en collaboration avec Avancium aux Pays-Bas, qui développe ce procédé de renforcement des bois d'extérieur. Nous travaillons également sur la synthèse de résines biosourcées, donc des résines thermodurcissables, qui sont 100% biosourcées, non toxiques. Et donc, nous avons collaboré avec l'industriel belge, la société Orinéo, dans le cadre d'un projet IDEX financé par UCA. Et nous avons pu synthétiser une résine 100% biosourcée, donc, qui a fait l'objet d'un brevet. Et vous voyez ici un exemple d'application. Vous voyez ici cette résine qui a été utilisée pour fabriquer un plan de travail. Et l'idée de cette société, c'est que la résine soit 100% biosourcée, bien entendu, mais également la couleur, la charge qui va être apportée par un résidu. Donc ici, il s'agit de marc de café qui est valorisé pour donner la couleur noire de ce plan de travail. Alors, il y a tout un tas d'applications qui sont développées par cette société, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça peut être des revêtements de sol, et vous voyez à chaque fois donc des couleurs différentes. Donc aujourd'hui, cette société propose une palette assez large de couleurs qui sont assez jolies. Donc il y a aussi un objectif esthétique, naturel, mais aussi esthétique. Et donc la couleur est totalement naturelle à partir de déchets. Voilà, donc vous voyez un petit peu ici les différents déchets qu'on peut valoriser pour fabriquer ces nouvelles résines. Alors récemment, nous avons intégré un nouveau projet européen dont nous sommes coordonnateurs, qui s'appelle Absolu. Donc là, il s'agit d'un projet évidemment de taille beaucoup plus importante, avec de nombreux partenaires. Vous pouvez voir ici que nous avons comme partenaires Lego, Volvo, BIC, ainsi que des centres de recherche dans toute l'Europe, donc des centres assez réputés. Dans ce projet, il s'agit de s'intéresser au recyclage de l'ABS. Donc, il ne s'agit pas d'un recyclage mécanique. Donc, effectivement, certaines voies privilégient le broyage et le recyclage mécanique. Là, l'idée est de partir sur un recyclage chimique, où donc on veut vraiment revenir au monomère. On veut séparer les additifs, on veut enlever les polymères qui ont été altérés, qui ont perdu en masse molaire, qui ont perdu en propriété, pour revenir à un polymère qui ait des performances égales au polymère de départ, donc de façon à pouvoir continuer dans des applications de haute technologie et non pas d'être obligé de descendre au niveau des applications. Donc c'est un projet qui est aussi en collaboration avec un laboratoire de l'université qui travaille sur l'économie circulaire. Donc vous voyez l'idée, hein, c'est d'envisager toute la chaîne de valeur, de partir vraiment de la chimie, des monomères, et de regarder la viabilité industrielle, les possibilités de recyclage et toute l'analyse du cycle de vie. Un deuxième projet aussi
qui a démarré très récemment, puisque nous étions au kick-off meeting la semaine dernière. C'est le projet Suspense, donc également avec un certain nombre d'industriels importants. Donc vous voyez ici Faurecia, par exemple, qui fournit toutes les pièces pour l'automobile. Donc il fournit toutes les pièces à tous les grands constructeurs que vous connaissez. Également donc l'IRT de Jules Verne à Nantes, qui fabrique des composites pour Airbus. Donc ils ont vraiment un atelier grandeur nature, hein, donc c'est gigantesque, avec des robots. Donc ils sont capables de fabriquer des pièces d'avion, des ailes d'avion et également des coques de navires. Alors là, l'objectif toujours, c'est de réaliser des époxys biosourcés, des résines et des composites biosourcés, avec également la valorisation, trouver des voies de valorisation de ces composites, donc qui seront renforcés avec des fibres naturelles. Donc l'objectif, bien sûr, c'est l'allègement des structures, mais là, on va aller vers une étape supérieure par rapport à ce qu'on a fait précédemment, parce qu'il faut obtenir des propriétés mécaniques supérieures, ce qui n'est pas évident, bien entendu, et également trouver des voies de valorisation, de recyclage de ces composites. Donc, il est plus difficile de recycler le composite que la résine seule. Donc, pour résumer, vous avez ici un certain nombre donc, de projets et de collaborations. Donc, vous pouvez voir que ce soit des projets européens, que ce soit des projets régions. Donc, des contrats avec la SAT, donc j'en ai parlé, un brevet qui a été déposé récemment en novembre avec la SAT sur la réparation tissulaire. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Sbirazzuli. Eh ben, vous avez très bien fait la transition avec la SAT, qui est notre prochain intervenant. Donc, j'ai plus rien à faire. Je vais laisser la parole à Marie Feuerstein, donc de la SAT Sud-Est, qui va présenter ses missions et justement toute l'offre technologique que la SAT valorise en lien avec l'ICN et dont les précédents intervenants ont parlé. Voilà, Marie, je te laisse la parole. Bonjour, oui, tout à fait. Alors, attendez, je ne sais pas si je suis... Est-ce que vous voyez du coup la présentation? Oui, on voit. Oui, c'est bon? Mm. Donc oui, bonjour, moi je suis chargée de transfert de technologie en effet à la SAT Sud-Est. Donc je gère plutôt des projets avec des applications dans le domaine de l'environnement. Donc la plupart des projets de l'ICN qui sont accompagnés par la SAT Sud-Est sont en réalité accompagnés par Laure Carichon, qui travaille donc sur les différents projets de brevets dont vous avez parlé et qui est actuellement en congé maternité. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement les grandes missions de la SAT, quelques exemples de brevets qui sont en cours. Effectivement, on a pu voir là dans les différentes présentations de nombreuses collaborations, des projets européens, des dépôts de brevets, donc une grande dynamique d'innovation dans cet institut. Et donc la SAT Sud-Est, c'est en fait l'organisme de transfert de technologie des établissements de la région Sud. Donc on travaille avec tous les établissements de la région Sud, en allant d'Avignon Université jusqu'à Nice et en passant donc par Marseille, Toulon, et on a également bien sûr une antenne en Corse. Donc on travaille avec tout type d'UMR, d'unités mixtes de recherche, et donc avec l'Institut de chimie de Nice et l'Université Côte d'Azur. Donc les SAT et la SAT Sud-Est ont été créés donc, en 2012 dans le programme d'investissement d'avenir. Et donc, on est doté de financement public pour protéger les résultats de la recherche publique et les transférer vers le monde socio-économique. Donc, il y a forcément effectivement une prise de risque importante en termes de temps, d'activité et d'argent, parce qu'on va investir en fait sur des brevets, protéger des résultats. Et donc, dans notre modèle, en fait, on part des résultats des laboratoires de recherche qui sont uniquement été financés par
des fonds publics, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur les projets en collaboration avec déjà des entreprises privées qui en général exploitent elles-mêmes leurs brevets. Et ensuite, notre but, ça va être de vendre des licences de ces brevets ou d'accompagner les équipes de recherche vers la création d'entreprises. Donc, en fait, on sécurise le parcours et on étudie en fait chaque étape avec une première étape en lien vraiment avec la propriété intellectuelle. Quand on a un nouveau projet qui arrive ou quand on va rencontrer les chercheurs pour voir s'il y a un nouveau projet, on a une équipe projet qui se constitue avec au niveau de la SAT un juriste, un ingénieur brevet, le chargé de transfert de technologie et parfois un chargé de marketing opérationnel, mais pas toujours, et bien sûr l'équipe de recherche. Donc ça forme une équipe et sur la partie propriété intellectuelle, donc on va travailler avec l'ingénieur brevet pour définir est-ce que les résultats sont brevetables, est-ce que ça n'a pas été déjà divulgué, est-ce qu'on a suffisamment de résultats pour déposer une demande qui sera complète et suffisamment décrite. Donc il y a toute cette analyse juridique de propriété intellectuelle. En parallèle, on fait une analyse sur le marché pour voir s'il y a des applications et des besoins industriels, parce que parfois, il y a des belles innovations, mais le marché, l'industrie n'est pas prête à intégrer, ou tant qu'il n'y a pas de réglementation, par exemple, il n'y a pas de grands mouvements au niveau des industriels. Et donc ensuite, on a des financements pour faire maturer l'invention et l'emmener sur le marché. C'est-à-dire qu'en discutant avec les industriels, on définit des besoins industriels et on peut financer des programmes pour amener donc ces résultats qui sont déjà constituent un brevet, mais vers une application industrielle. Et ensuite, on essaie donc de valoriser vers la bonne forme juridique qui soit une licence vers une entreprise déjà existante, soit l'accompagnement vers la création de start-up. Donc, comment ça fonctionne? Il y a toujours donc un premier temps qui est indispensable en fait de déclarer son invention. Donc les chercheurs doivent déclarer leur invention à leur employeur et donc ensuite les établissements publics de recherche nous mandatent pour travailler sur ces déclarations d'invention et donc définir quelle est la stratégie de protection pour protéger ces résultats. Ensuite, on va travailler, comme je le disais, avec les industriels en s'appuyant sur les pôles ou sur les CRIT comme Novachim pour trouver des bons partenaires, les bons marchés sur lesquels l'invention pourrait se déployer. Et ensuite, on va financer donc des programmes de maturation pour aller à une application spécifique, à un besoin industriel spécifique. Et dans un troisième temps, donc, il y a la partie exploitation de l'invention, donc, qui devient une innovation et qui va être du coup intégrée dans le monde socio-économique. Là, on a un processus de transfert qui est à peu près résumé ici, avec une invention donc, qui vient d'un chercheur. Alors parfois, quand on rencontre des industriels qui nous remontent certains besoins, on peut aussi retourner vers les laboratoires et leur dire, ah, voilà, on a ces industriels qui recherchent, quand on connaît les compétences des équipes, des technologies sur ce marché. Est-ce que vous auriez quelque chose ? Et soit ça aboutit sur de la collaboration de recherche parce qu'il n'y a pas encore d'actifs, parce que nous, on intervient au moment où on n'est pas sur de la recherche fondamentale. Enfin, au départ, on travaille sur un résultat de recherche fondamentale, mais où on a déjà une preuve de concept. Donc, on est après les financements ANR, voilà, après les financements de JEDI, par exemple. On intervient souvent après. Donc, il y a la déclaration d'invention, la sélection, on travaille sur la propriété intellectuelle, l'étude de marché, la preuve de concept. On finance ou pas des projets de maturation. Alors, ces projets de maturation partenariale, quand on a des entreprises qui sont intéressées et qui souhaitent réserver l'exclusivité sur ces brevets et avec lesquels on va définir un programme et des objectifs techniques précis, sont des projets pour lesquels donc la SAT peut demander des budgets pour ces projets de maturation. Et en cas de succès, en fait, le partenaire industriel s'engage à rembourser ce développement. Et en cas d'échec, c'est la SAT qui prend le risque. En fait, l'idée, c'est de prendre le risque sur cette zone entre la sortie du laboratoire et une première preuve de concept pré-industriel.
Donc ensuite, on transfère vers l'industrie ou vers la création d'entreprises. On a vu qu'il y a eu des exemples à l'Institut de chimie de Nice avec des créations de start-up, des prises de parts au capital, donc des licences signées et des projets de maturation également. Donc, juste un petit focus justement sur l'offre de création, donc qui va accompagner les chercheurs à aller vers la création d'entreprises à partir d'une invention donc issue d'un laboratoire de recherche. Et dans ce cas-là, voilà, on va vraiment adapter le modèle en entrant en capital, en finançant des projets de co-maturation, où on peut du coup financer les premiers développements de la start-up via ces projets et accompagner également, on peut travailler aussi pour aider à bien définir un business model, définir un business plan solide, monter une équipe. Parce que parfois, on a un projet, on a un porteur scientifique, mais il faut monter aussi une équipe, fonder une équipe pour la start-up. Et on sait que ça, c'est une étape qui peut être assez difficile. Donc voilà, on essaie d'accompagner au maximum les équipes vers la création d'entreprises en leur donnant accès à certains outils et certains partenariats également. En conclusion, j'ai effectivement cité quelques exemples de brevets qui ont été déposés par la SAT et qui sont portés par l'Institut de chimie de Nice. Donc, il y a différents types de typologies dans ces brevets. Il y en a pour lesquels il y a eu des maturations, il y en a pour lesquels il y a eu des prématurations, il y en a pour lesquels les brevets ont été déposés en fin d'année dernière, donc ils ne sont pas encore publiés. Voilà, donc dans les différents domaines, il y en a pour lesquels il y a des extensions phase nationale qui ont été faites, des négociations en cours avec des partenaires industriels. Et on a vu, vous l'avez évoqué, il y a des créations effectivement de start-up sur des brevets d'application donc pour les traitements contre le cancer, avec des cofinancements avec le Cancéropole, UCA JEDI, des dépôts de brevets, des licences signées, des start-up créées. Et voilà, et j'espère des belles réussites par la suite. Ça, c'est un résumé global un petit peu des projets qui ont été accompagnés par la SAT. La SAT donc, a été créée en 2012, donc on a fêté les 10 ans l'année dernière. Et voilà, donc on a travaillé sur un certain nombre de déclarations d'invention, de maturation, d'investissement en maturation. Tout ça, ce sont des fonds publics qui sont, voilà, on doit financer des projets de maturation, on doit investir sur la propriété intellectuelle et le résultat doit être de la création de valeur, donc de licences, de l'exploitation de ces résultats pour des retours financiers auprès des établissements et de l'activité économique et de l'intégration de l'innovation venant des laboratoires de recherche publics dans le monde socio-économique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie. Donc, on arrive à la fin de ces présentations. Donc, d'abord, je remercie tous les intervenants. Au début du webinaire, là, on va comme j'avais dit au début, on va garder un quart d'heure pour passer à une petite séance de questions-réponses pour échanger avec les intervenants. Ce que je voulais dire, c'est qu'au début, j'ai présenté l'Institut comme un laboratoire spécialisé dans la chimie des arômes et parfums et la chimie biomédicale, ce qui représente l'ADN du laboratoire. Mais au vu des présentations qui ont été faites aujourd'hui, je m'aperçois que ça va bien au-delà, hein, la richesse des recherches et des applications possibles. On voit que le laboratoire couvre de nombreuses thématiques qui représentent des axes d'innovation et de développement majeurs pour les entreprises de la filière chimie et matériaux. On a parlé de chimie biosourcée, donc à partir de la biomasse microalgale, la chimie du bois et des matériaux avancés. Aussi de la démarche, on a vu les démarches autour de l'économie circulaire, éco-conception, hein, la prise en compte dès les phases de recherche de toutes les phases liées
aux produits biosourcés, au recyclage, toutes les étapes du cycle de vie. Donc moi, je vois beaucoup d'applications qui vont au-delà de la santé, des arômes et parfums, hein. On a vu de automobile, spatial, textile. Donc, et énormément, alors ce qui m'a impressionné, c'est énormément de collaboration avec les entreprises. Donc, peut-être j'ai une première question et après je laisserai la parole aux participants, une question un petit peu collégiale. Les collaborations qui sont faites avec les entreprises, quelle forme ça prend majoritairement? Est-ce que c'est vraiment très varié ou est-ce que ça va être principalement des contrats de recherche, postdoc, thèse? Quelles sont vos principales formes de collaboration avec les entreprises? Voilà, c'est peut-être une question un petit peu générale, mais est-ce que c'est à travers des programmes européens ou est-ce que c'est directement des contrats de recherche ou vraiment ça peut être variable en fonction de... Je pense qu'on a vraiment toutes les échelles, hein, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Puisque, vous voyez, moi, je vous l'ai dit, on fait des prestations de services ponctuellement, hein. Bon, ça, on ne fait pas énormément, mais c'est plutôt dans l'idée de dépanner aussi les industriels qui, des fois, n'ont pas les appareils ou n'ont pas l'expertise. Donc, on l'a toujours fait. Et puis, c'est intéressant aussi, puisque vous savez qu'on a des formations professionnelles, donc ça nous permet aussi d'être en contact avec des industriels. Donc, en gros, c'est un peu donnant-donnant, hein. On se rend des services, on s'aide mutuellement. Euh, Personnellement aussi, c'est des choses aussi que parfois j'inclus dans mon enseignement pour les formations professionnelles. Alors, on ne divulgue aucun secret, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Mais je veux dire, on peut très bien expliquer à des étudiants en leur disant, regardez, on a fait telle mesure, ça a été utile pour tel industriel, sans forcément divulguer la nature de la molécule, hein, on n'a pas besoin de ça. Donc, on enrichit aussi l'enseignement parce qu'on explique en quoi telle technique a permis de résoudre un problème industriel. Après, bon, vous avez vu qu'on a l'échelle des projets régions, qui parfois sont avec des toutes petites entreprises, hein, des TPE, qui justement n'ont pas les moyens forcément, et les équipements et l'expertise d'avoir des projets de recherche. Donc ça, on en a plusieurs. C'est aussi très intéressant. Puis je pense tous, je parle au nom de tous les collègues, hein, on a eu des contrats CIFRE, contrats ANR et bien entendu aussi des projets régions. Bon, là, comme vous voyez, les projets régions, évidemment, là, c'est beaucoup plus gros, hein. Ça peut être une vingtaine de partenaires et puis des financements qui sont assez conséquents. Mais je dirais qu'on s'adapte et qu'on travaille à toutes les échelles. D'accord, d'accord. Oui, c'est exactement ça. Oui, je pense que. Oui, c'est juste pour compléter. C'est vrai que pour les thèses, souvent, c'est des chiffres ou alors des projets, des bourses région-entreprise. Donc, il y a déjà l'entreprise là-dedans. Les chiffres, on en a quand même pas mal. Après, les contrats de recherche, et là, les contrats de recherche, on les décline comme tout contrat de recherche, à savoir, il peut y avoir un doctorant, un postdoctorant, un ingénieur. C'est vrai que la SAT, souvent, préfère, quand c'est tripartite, des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études. Mais bon, comme disait professeur Sberazzoli, il y a différentes formes. Il y a différentes formes. D'accord, effectivement, en fonction du niveau de développement de la technologie, de ce qu'on veut, ce que l'entreprise veut faire avec le labo, il y a plein de façons différentes de travailler, c'est important de le savoir. Aussi en fonction de la taille des entreprises, parce que Aussi, évidemment, voilà, il faut s'adapter à ça, hein. Quand vous avez des entreprises parfois très innovantes, hein, où il n'y a que 2-3 personnes, ça n'empêche pas, hein. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens. Et, par exemple, dans ces cas-là, les bourses régions sont très intéressantes pour des petites entreprises. Les bourses que Novachim peut labelliser. Je fais un aparté pour les entreprises. Donc, alors, je sais bien qu'on a qu'un quart d'heure de questions-réponses. Je vais laisser la parole aux participants qui veulent poser leurs questions. On aurait plein de choses, on pourrait passer beaucoup plus de temps avec tout ce qui a été présenté. Peut-être, je vais proposer, alors j'ai vu que je peux laisser proposer à Monsieur Vigne, à Bernard Vigne, de prendre la parole. Il avait une question, peut-être de la poser directement, s'il le souhaite. Sinon, voilà. Oui, bonjour. Oui. Bon, moi, je suis Bernard Vigne et je travaille à l'ADEME. Bon, donc, et mon passé, c'est un passé de chimiste. Donc, je suis très, très intéressé par les travaux que vous menez. J'avais deux petites questions. J'ai vu l'appareil, monsieur Henry, qui était plante in vivo. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur cet appareillage. C'est quelque chose qui apporte quelle information aujourd'hui?
Oui, sur l'analyse plante in vivo, actuellement, on a 3 plantes qui sont analysées, qui nous avons analysées. C'est chèvrefeuille, églantier et jasmin. Et nous, on s'intéresse aux molécules qui sont développées par ces plantes. Ce sont les plantes parfum, les plantes qui vont développer les molécules odorantes. On s'intéresse à cette production in vivo. Donc, on coupe pas les plantes pour analyser après, par exemple, les huiles essentielles. On essaie, dans ce cas, vraiment d'avoir accès à ces molécules in vivo. Donc, on enferme le plante dans un dispositif. Ça peut être en verre, ça peut être en plastique. On met un fibre là-dedans type SPME et après, on prend cette fibre SPME pour les injecter, par exemple, en chromatographie phase gaz pour analyser les molécules qui sont odorantes et qui sont en phase gaz. Et la personne qui fait ça au sein de l'Institut, il s'appelle Xavier Fernandez. Ok, non, c'est très intéressant. Et je voulais aussi revenir sur la biodégradabilité du PEF. Donc, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que l'État et la loi nous demandent de ne plus utiliser de plastique. Alors, le PEF, ses qualités, soit de biodégradabilité, soit de réemploi, soit de réutilisation, peuvent concurrencer effectivement le PET, où on a quand même des grosses unités qui se développent sur la dépolymérisation. Comment ça se positionne aujourd'hui? Ou alors on est peut-être trop en amont par rapport à la R&D pour le dire. Non, alors ce qui est intéressant, bon, il n'y a pas eu énormément d'études, hein, mais la seule étude dont je dispose montre que le PEF se dégrade beaucoup plus vite que le PET. Le PET, j'avais un graphique là, au bout de 240 jours, on a 10% de biodégradation, alors que pour le PEF, on est à 90. Voilà. Donc, il se dégrade beaucoup plus vite. Maintenant, s'il s'agit de faire des bouteilles en plastique, hein, donc bouteilles d'eau et par exemple les sodas, donc Ouais. de toute façon, on n'ira jamais vers quelque chose qui se dégrade très très vite parce que C'est pas tant la dégradation, mais c'est broyage, thermofusion et refaire des bouteilles. Oui, alors l'intérêt du PEF, c'est qu'il est très similaire au PET en fait, hein. Au niveau chimique, il y a juste le cycle aromatique qui est remplacé par le cycle furanique. Donc c'est très très proche, ça veut dire que toute la mise en forme, tout le processus industriel est le même. On peut même mélanger du PEF et du PET. Et donc, comme le PET, c'est un thermoplastique, donc il est recyclable en le chauffant et en le passant à l'électricité. Oui, ça oui. Ok. Bon, et puis pour finir, je vous ai juste mis un lien là sur les appels à projets France 2030, mais qui sont plutôt orientés vers les entreprises. Et il y en a un qui est effectivement qui est assez sympathique par rapport au projet ABS, qui est déjà un projet européen. Alors après, il faut voir les compatibilités. Mais si effectivement une entreprise sur le territoire national voulait développer ses innovations sur l'ABS, à mon avis, elle pourrait s'inscrire dans cet appel à projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, en tout cas, très intéressant. Ouais. Merci, Monsieur Vigne. Je vois une autre question de Monsieur Alain Château. S'il veut intervenir, sinon je relais la question comme il préfère. Donc, je peux poser la question, hein. C'est quel lien transverse donc, de l'Institut Chimie de Nice avec des équipes qui travaillent dans les sciences économiques sociales, donc le droit, le numérique. Est-ce qu'il y a des liens avec un peu transverses avec d'autres sciences numérique, médecine. En médecine, peut-être, je vois des choses. J'avais une question moi aussi qui était en lien avec les startups, donc qui sont des applications santé. Donc, mais est-ce que là-dessus, il y a des travaux qui sont faits voilà, si je comprends bien la question, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits avec des équipes qui travaillent sur d'autres sciences, type sciences économiques Ben oui, nous, on a deux projets. On a eu deux projets avec le GREDEG, qui sont des économistes qui s'intéressent beaucoup à l'économie circulaire. Donc, on avait démarré dans le cadre de l'IDEX. Et donc là, on les a inclus dans le projet Absolu, donc sur le recyclage de l'ABS. Donc, effectivement, on a des collaborations avec les économistes. D'accord. Oui, comme Nicolas l'explique bien, c'est une philosophie de l'IDEX, de l'université, de travailler en interdisciplinaire, avec la faculté de droit, avec le GREDEG, avec même
on essaie même en sciences sociales de collaborer, par exemple, avec l'équipe des archéologues qui travaillent sur l'histoire, sur l'archéologie. Tout ça, on est fortement incité de travailler en interdisciplinaire, oui. D'accord. Pareil en D'accord. médecine. Ouais. Ouais. Pour compléter, oui, avec les 3 IA aussi, parce que tout ce qui est santé, on est à fond là-dedans. D'ailleurs, ce qui a été fait sur le Covid, c'est plutôt de l'intelligence artificielle. Donc ça, oui, ça, on est en train de monter un petit peu en charge là-dessus. D'accord. Et au D'accord, très niveau arôme intéressant. parfum, la même chose. Enfin, au niveau arôme parfum, c'est pareil. On a beaucoup de collaborations transdisciplinaires avec tout ce qui est les hôpitaux, tout ce qui est également au niveau social, au niveau de l'olfaction. Enfin, il y a pas mal de choses au niveau des sensations et de la modélisation qui sont faites à la fois arômes et parfums. D'accord. Donc, bon, je vois que le temps passe très vite déjà. Si on a encore le temps pour une ou deux questions, hein, si personne a une question, peuvent lever la main. Moi, j'ai deux questions, enfin j'en aurai plus, mais j'ai une question déjà pour le professeur Michelet. Sur la partie polymère recyclable, vous avez parlé donc d'applications spatiales avec Thales. Mais moi, je vois par exemple dans notre filière, j'imagine beaucoup d'autres recyclables, réutilisables, beaucoup d'autres applications dans les matériaux avancés avec certaines entreprises qui sont leaders ou pas dans ce domaine. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres applications donc, avec ces polymères, dans des domaines applicatifs avec des valeurs ajoutées un peu moins hautes que les applications spatiales? Je pense au textile. C'est ce qu'on fait. Nous, actuellement, on travaille aussi beaucoup avec le limonène, par exemple, Ouais. où on fabrique des polymères. Alors ensuite, on peut faire du thermodurcissable. On essaye également de faire des élastomères. Et on a toute une technologie qui peut en effet être différente du spatial. Oui, tout à fait. D'accord. Je pensais par exemple au textile, hein, qui est très forte. Alors sur tout ce qui est recyclage, matériaux biosourcés, qui est qui a une demande très forte. Donc c'était une des applications, hein, pas la seule. Tout à fait. J'ai une autre question pour le docteur Benida aussi. Mais alors, vous avez dit que c'était sur les startups, vous avez parlé d'applications oncologie. Les pathologies, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ou pas du tout? Quel type de pathologies sont ciblées ou concernées? Non, je peux malheureusement pas parce que oui, c'est le nerf de la guerre parce Je que comprends. voilà, on va dire qu'on est sur des niches, Ouais. quasiment pour les 3, mais c'est une bataille importante, donc ça, je peux malheureusement pas. Je comprends. Et vous êtes en quelle phase de développement? Est-ce que vous êtes en phase de recherche au niveau de l'avancement des recherches sur les startups, vous êtes en levée de fonds pour faire des phases précliniques? À quel niveau les plus avancés? Alors pour certains, on a déjà fait ce qu'on appelle les lots non GLP, le non GLP tox. Ouais. Donc on se dit d'ici un an rentrer en phase 1. Donc pour la partie réglementaire. D'accord, donc c'est quand même. Les levées de fonds, c'est quasiment, on va dire, quotidien. Ouais. Il va y avoir un article de presse, je pense, cette semaine aussi, Ouais. avec un nouveau fonds pour Viper et pour Roca. Donc oui, non, c'est beaucoup de boulot. D'ailleurs, moi, j'ai un petit commentaire aussi aux collègues de la SAT, parce que il faut savoir que les collègues chercheurs, hein, notre première, je veux dire, fonction, c'est plutôt de faire de belles publications et tout ça. Donc, aller sur cette bataille de valorisation, c'est très compliqué, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et je pense que si vous avez l'occasion, il faut aussi passer le mot pour essayer d'intéresser les jeunes, tout ce qui est prime au brevet, les primes à la licence et tout ça, parce que c'est vrai qu'on fonce tête baissée en machin, mais je pense que pour la nouvelle génération, c'est important aussi qu'il y ait, on va dire, une carotte derrière. Parce que c'est hyper important. On voit le travail qui est fait par les collègues. Ça nous prend énormément de temps. Il y a beaucoup de chimistes qui ne s'intéressent pas au volet industriel, alors que c'est hyper important, mais il faut y croire. Il faut trouver l'industriel, il faut déposer le brevet. Pour les étudiants, ça pousse les publications et tout ça. Donc c'est hyper important si vous avez l'occasion de passer ce... Oui, j'entends et vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est vrai que c'est une autre aventure.
d'aller vers l'innovation. Et la plupart du temps, on se rend compte que les équipes de recherche sont curieuses et motivées, alors que ce n'était pas forcément dans leur mission principale et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les brevets, on a besoin du chercheur pour le déposer, le projet de maturation. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qu'on mène en parallèle, c'est quelque chose qu'on fait avec l'équipe de recherche et qui prend, en plus de la recherche, beaucoup de temps pour un projet d'innovation où les défis sont différents. Scientifiques et on essaie de plus en plus effectivement de former les jeunes. Il y a des formations auprès des écoles doctorales qui sont en train de se mettre en place. Il y a voilà, de vraiment déjà les sensibiliser à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, à la valeur aussi de leur travail aussi pour des aspects économiques. Alors bien sûr, quand on parle de brevet, on parle d'application de marché, tout ça au départ, c'est pas forcément, c'est un peu différent, mais c'est aussi important d'évaluer la valeur scientifique et la valeur aussi de ces résultats et du coup l'importance aussi pour les stagiaires, pour les étudiants, de ne pas non plus divulguer et d'être conscient de l'innovation qu'ils peuvent porter même à leur niveau. Merci. Merci Marie. Bon, voilà, 12h30, on arrive au terme du webinaire. Je pose juste une dernière question rapide au professeur Sbirazzuli et après, on devra se quitter. Juste sur les projets européens des résines biosourcées et de recyclage chimique d'ABS, vous parlez donc d'économie circulaire. Est-ce que vous incluez des analyses de cycle de vie dans ces programmes européens ou Oui, est-ce que c'est envisagé? Oui, oui, c'est inclus. Mais il y a des gens spécialisés. oui, voilà. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on en trouve très peu. Donc, ils sont très demandés. Et souvent, D'accord. voilà, on manque un peu de ce genre de personnes quand on monte le projet. D'accord. Nous, on a développé un lien fort, un partenariat avec le pôle éco-conception qui sont experts sur tous ces sujets. Donc, s'il y a besoin de trouver des experts, peut-être par eux, c'est possible. Oui, c'est bon à Écoutez, savoir. Parce qu'il ouais, y a eu des fois, on a eu du mal, on connaissait peu de gens et les gens qu'on connaissait étaient trop sollicités, donc ils n'étaient pas forcément disponibles. d'accord. Il y a un filon là. Ben voilà, je le dis. Voilà, écoutez, je vous remercie. C'était vraiment des présentations très intéressantes. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça facilement encore pendant 1 heure, mais voilà, il est 12h30, on va être obligé de se quitter. Comme je l'ai dit, les participants et les entreprises qui nous suivent, les entreprises de Réseau Novachim, qui veulent en savoir plus, qui veulent discuter sur les sujets, tous ces sujets avec les chercheurs et les équipes de l'ICN, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, à passer par nous, et nous, on fera le lien. Voilà, et on espère avec derrière ça de nombreuses nouvelles collaborations de partenaires entre entreprises et laboratoires. Voilà, donc un dernier mot pour dire que le prochain webinaire aura lieu le 1er juin 2023 et voilà, nous présenterons l'Institut de biosciences et biotechnologie d'Aix-Marseille, le BIAM. Voilà, j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous remercier donc tous les intervenants. Merci beaucoup. Merci aux participants d'avoir regardé ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tous à très bientôt.